Social selling. Bon, ils ont déjà commencé avec le Meta Performance 5 pour expliquer aux annonceurs qu'ils devaient arrêter de dépendre de uniquement des optimisations par audience et des optimisations techniques. Donc ce défi-là, à voir, je sais pas trop si c'est un truc qu'ils vont pouvoir régler, peut-être encore une fois en remontant un peu les données. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads produit par J7 Media. Je suis votre animateur Antoine Dalmas et pour l'un des derniers épisodes de 2022, je me suis dit qu'il serait sympa d'avoir une vraie table ronde autour de Meta. Et pour ce faire, j'ai réuni une équipe encore jamais eue sur Social Selling, à savoir Benjamin Durand, CEO de l'agence Social Desk. Comment ça va, Benjamin ? Mais ça va super. Pour qu'on se dise, toi, c'est la première fois que tu es sur le podcast. Social Desk, c'est une agence à Lyon, c'est ça ? Exactement. On est une agence social ads depuis 3 ans et habitué plutôt d'écouter le podcast. Je suis très heureux de participer cette fois-ci. Ouais. Et ben, ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. On a aussi Danilo Duchesne, CEO de l'agence DHS. Comment ça va, Danilo ? Super, et toi, Antoine, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop content de revenir sur Social Selling. Effectivement, Danilo, normalement, si vous écoutez depuis longtemps, vous savez qu'il est déjà passé. Moi aussi, ça me fait très plaisir de t'avoir. Et on a aussi Antoine Gagné, CEO de l'agence J7 Media. Comment ça va, patron ? Ah ben là, ça va bien. C'est le temps des fêtes qui arrive bientôt. Donc, non, tout se passe bien, Antoine. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, on enregistre cet épisode le 15 décembre. Il est fort probable qu'aucune grosse nouvelle ne vienne bouleverser notre analyse de 2022 et le regard qu'on porte sur 2023 à court terme. Donc, je vous propose de faire une petite rétrospective sur l'année qui vient de s'écouler. Et voici quelques news en pagaille, histoire de vous rafraîchir un peu la mémoire. En 2022, on a eu l'explosion des Reels et l'arrivée progressive de la publicité sur tous les emplacements verticaux. On a eu le Performance 5 qui est venu un peu taper le Power 5 en place depuis 3-4 ans maintenant. La disparition de certains critères d'intérêt et même d'audience spéciale. J'en veux aussi pour preuve aux États-Unis où ça a disparu pour certaines catégories même. On a eu la simplification des objectifs de campagne, passant de 12 à 6 seulement, ce qui a été juste un petit peu du cosmétique. On a eu l'explosion du UGC encore et toujours, la fin du live shopping, surtout pour Instagram. On a eu l'apparition du Advantage Plus Shopping et le retour inopiné de l'attribution à 28 jours. Aussi plus largement, parce qu'on va parler de Meta en termes de publicité, mais aussi du groupe. On avait le départ de Sheryl Sandberg, tout ce qu'on a pu lire aussi sur le métaverse et très récemment le licenciement de 11 000 personnes en fin d'année. Alors attention, vous noterez que je n'ai parlé que des événements qui se sont réellement produits sur Meta et pas des annonces dont on parlera après. Donc ma question est la suivante. Quelle est la nouveauté qui, pour vous, a réellement changé votre approche sur la publicité Facebook en 2022 ? Le premier qui a une idée commence. Voilà. Ouais, je suis en train de réfléchir là à voix haute. Je me permets de commencer, mais Advantage Plus, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui va bien aider à scaler de l'acquisition. Parce que quand tu voulais scaler de l'acquisition avant, tu avais les campagnes de conversion pour lesquelles tu augmentais les budgets, tu avais les dynamic, les campagnes vente catalogue, donc avec le catalogue Facebook, tu avais le dynamic creative, et je trouve que l'Advantage Plus, c'est une arme de plus. En tout cas, sur nos comptes, on a tendance vraiment à voir la campagne de conversion objectif achat et la campagne Advantage Plus à côté, ciblage broad avec toutes nos meilleures créas et éventuellement des créas dynamiques. Donc je trouve que ça, franchement, depuis 4 mois, depuis que c'est arrivé, depuis qu'on a commencé à l'utiliser, je dirais depuis octobre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va de plus en plus développer sur les comptes et l'utiliser comme une stratégie supplémentaire pour l'acquisition, soit pour scaler ou soit pour remplacer la campagne de conversion qui marche pas bien. Donc celle-là, moi en tout cas, m'a plutôt plu. T'en as pas mal parlé, d'ailleurs sur tes réseaux, tu l'as pas mal documenté. Et là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Le Advantage Plus Shopping, pour toi, c'est un peu une façon tu prends tout ce que tu as de meilleur en termes de pub, tu sais que ça fonctionne, et là, tu lances une Advantage Plus Shopping avec ces pubs-là seulement, et tu laisses, tu vois si ça marche. Ouais, c'est ce qu'on a fait, et je pense qu'il faut un peu expérimenter avec Advantage Plus Shopping et se dire, ok, je peux peut-être faire une Advantage Plus Shopping pour mes best-sellers, pour des produits d'appel, des produits qui se vendent un peu moins bien, pour des packs, un peu comme Performance Max, où je sais que les agences utilisent plusieurs Performance Max. Et j'ai l'impression qu'Advantage Plus, tu pourrais peut-être tester des choses comme ça.
Bien sûr, il y a toujours la question du chevauchement qui revient sans cesse. Enfin, on a des comptes, vous le savez, les gros comptes que vous gérez, quand vous avez 15 campagnes qui sont en cours de diffusion, il y a quand même des chevauchements et c'est pas qu'il n'y a pas le choix, c'est juste que c'est mieux d'avoir plusieurs campagnes pour scaler. Après, tant que tes résultats sont bons, en l'occurrence, tu continues à garder. Et puis, si jamais ça commence à vraiment tirer de la patte, là, tu fais des choix dessus. Mais tu parlais du coup de faire des advantages plus par type de produit. Il me semble que Meta, corrige-moi si je me trompe, Antoine, mais lorsque tu étais allé à l'événement en Californie, il y avait déjà l'apparition entre guillemets d'outils. Alors, ils en parlaient, c'était des annonces pour le coup, c'est pas encore arrivé, mais ils parlaient de créer des advantages plus par type de segment pour les e-commerce, donc les best-sellers, ceux avec lesquels tu marches le plus, par exemple, etc. Donc ça va dans la continuité de ce que Meta a l'air de prévoir. Benjamin, je me tourne vers toi. Quelle a été ta nouveauté, toi? Pour moi, il y a alors j'ai deux grosses nouveautés, ou plutôt pas des nouveautés, mais des confirmations. Une qui est plus côté agence, finalement, c'est notre travail qui a un petit peu changé avec l'automatisation. Là, on en parle du Power 5 ou du Performance 5. C'est vrai que aujourd'hui, on automatise beaucoup plus nos campagnes, alors avec un point d'exclamation parfois, parce qu'il faut pas non plus tout le temps jurer avec cette automatisation et garder un minimum de contrôle. La Perf Max sur Google Ads, c'est un parfait exemple. Ça peut être je le sais pour le vivre avec certains clients, un enfer en termes de gestion et d'exclusion aussi des audiences. Donc en interne, je dirais côté agence, c'est vraiment notre métier un peu qui change et qui se redirige finalement vers une partie très créa. Et l'avènement en fait pour moi des UGC, qui était bien évidemment avant 2022, mais enfin je pense que ça a vraiment pris une ampleur très très forte. Et je me permettrais de rajouter un deuxième point qui est plutôt un point client, celui-ci, qui gère plutôt des budgets assez importants sur plusieurs plateformes social ads, que ce soit Facebook, Meta bien évidemment, mais évidemment d'autres plateformes sociales. C'est la question de l'attribution, où aujourd'hui on sait que c'est très compliqué de traquer correctement les campagnes, et justement cette question d'attribution pour savoir où mettre les budgets au bon endroit. Je sais que voilà, nos gros comptes se posent, enfin c'est un travail qui est non-stop avec leurs équipes data. Donc c'est vrai que ça, pour moi aussi, c'est un très gros sujet actuellement pour nos clients. Voilà. L'attribution et même par exemple l'apparition pour beaucoup de clients e-commerce de third party tracking ou attribution. En gros, par exemple, l'arrivée beaucoup de Triple Whale et d'autres services comme ça qu'on va, quoi qu'il arrive, mettre sur des comptes, par exemple Shopify, donc carrément. Et c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que d'un côté, il y a une automatisation de la plateforme qui est certaine, on la voit quasiment depuis 2 ans, et de l'autre côté, il y a quand même ce besoin de garder un peu en main, parce que par exemple, l'Advantage Shopping, c'est bien, ça fait de bons résultats, mais quelque part, c'est une boîte noire. Donc, si jamais ça fonctionne pas, tu sais pas tellement comment l'optimiser, quoi faire là-dessus, à part peut-être couper des audiences, enfin couper des publicités. Et je trouve ça amusant parce que d'un côté, il y a l'automatisation qui prend énormément de place, et de l'autre côté, je vois par exemple la réapparition des campagnes en ABO, c'est-à-dire où le budget est mis directement sur les audiences et plus sur les campagnes, et qui possède aussi de bons résultats. On a pu en parler pendant justement dans des workshops de la J7 Academy. En janvier, on était à 0% de budget là-dessus. Là, en novembre, il me semble, on était à plus de quasiment 17% de budget en acquisition, c'est du ABO. Donc, il y a vraiment un retour aussi là-dedans, un espèce de yin et yang qui fait sa balance. Antoine, je me tourne vers toi. Quelle est ta nouveauté en termes de publicité Facebook? Moi, je pense que c'est surtout une confirmation qui montre que tout canal marketing a une espérance de vie qui est très cyclique, ok? Qui a une espérance de vie qui est très très cyclique. Autant au niveau de la perception des gens qui utilisent ces plateformes-là, autant au niveau des résultats que ces plateformes-là vont générer. Meilleur exemple qu'on peut donner, au début de l'année 2022 et même vers la fin de l'année 2021, on mettait Facebook Ads au bûcher. On mettait Facebook Ads au bûcher, c'est-à-dire ça fonctionne plus. Maintenant, c'est les autres canaux qui vont fonctionner. Il faut faire uniquement de la publicité sur TikTok, sur Snapchat. On dirait que beaucoup de gens s'étaient emballés et la perception des gens par la suite s'est emballée
aller du même coup. Donc, très, très rapidement, c'était devenu un peu Facebook Ads, le bouc émissaire. Ça a toujours été. Ça a toujours été quelque chose. Ça a toujours été. Je pense que ça a commencé un petit peu avec tous les enjeux politiques en 2016. Bref, il y a eu un peu, je dirais, des attaques sur la plateforme continuellement. Puis par la suite, il y a eu des attaques également au niveau de la plateforme publicitaire avec tout ce qui s'est déroulé. Donc ça, c'est un fait. Et là, par la suite, tu te rends compte que plus tu avances, et plus tu avances, et plus tu avances, et moi, j'étais certain que ça allait arriver, tu te rends compte que finalement, personne ne peut jouer sans. Hein, personne ne peut jouer sans. Et c'est un fait. Et moi, je pense que cette observation-là que j'ai vue pour 2022 me prouve une chose, c'est qu'il y a deux mondes entre une maturité d'une plateforme au niveau de son adoption d'utilisateurs et sa maturité publicitaire. C'est-à-dire, il y a des plateformes qui sont très, très intéressantes pour l'utilisateur, qui sont très nouvelles, qui excitent beaucoup de gens, mais qui ont 5 à 10 ans de retard au niveau de leur maturité publicitaire. Et ça, je pense que c'est très, très important pour un annonceur, pour une entreprise qui écoute le podcast aujourd'hui, c'est de se dire, faites attention avec ce que vous entendez. Faites attention avec ce que vous entendez. Nous, on a les mains dedans, on est dans le bouilli là, tous les jours à essayer de gérer des campagnes, à générer des résultats. On a testé beaucoup de campagnes sur TikTok cette année, sur les autres plateformes. Il n'y a rien qui bat Facebook. Il n'y a rien qui bat Facebook encore dans ce qu'on pourrait considérer un petit peu le discovery media. Google est une plateforme à part. C'est dans du search. Elle fait ses preuves. Elle continue à faire ses preuves et elle va rester excessivement fonctionnelle. Mais je pense qu'il faut faire très, très attention parce que je pense qu'on va bâtir des chandails chez J7 là, avec le slogan « Facebook Ads is cool again ». Puis on va en donner à tous les gens de notre staff puis on va en vendre parce que c'est vrai, c'est fonctionnel, ça performe de plus en plus. Moi, j'ai été agréablement surpris de ce que j'ai été capable de voir dans le Q4. De même. Agréablement surpris sur ce que je continue à voir en ce moment. La plateforme s'améliore. Les ingénieurs, ils se tournent pas les pouces, même s'ils sont peut-être un petit peu moins nombreux qu'avant. Ça rend l'équipe un petit peu plus productive, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est un gros apprentissage et on l'avait quand même vu venir parce que très souvent, les gens partent en peur sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, sans nécessairement faire les tests fondamentaux qui nous donnent les preuves nécessaires. Et je pense qu'en vérité, ce qu'on va être capable de voir en 2023, ça va être l'avènement 2.0 de la publicité sur Facebook. Moi, c'est ce que je prévois beaucoup. Ouais, moi, je me disais la même chose. Tu as mentionné un point, et je vais vous poser la question, Benjamin et Danilo, tu as mentionné un point intéressant, la maturité publicitaire. Est-ce que vous avez déjà fait, par exemple, de la pub sur TikTok ou sur LinkedIn? Je prends volontairement LinkedIn parce que pour le coup, j'en ai entendu plein de fois j'ai eu plein de fois des avis négatifs. J'ai même pu mettre un peu la main dedans. J'ai trouvé ça pas possible. Vous avez déjà mis un peu la main dedans. Ça a été quoi vos retours? Alors, je connais bien LinkedIn Ads, effectivement. On a eu pas mal de clients B2B de grands comptes, pour pas les citer, Sopra Banking Software, par exemple. Et au fait, je trouve que c'est une plateforme qui est quand même réservée à un certain type de client qui est pas pour tout le monde. Souvent on disait globalement, si t'as pas un chiffre d'affaires qui va être de 10 000 euros dégagé au bout de 6 mois sur une ads LinkedIn, ça vaut pas le coup d'y aller parce qu'en fait les coûts par clic sont super chers. Donc tu vas vraiment dépenser beaucoup de budget. Ça peut être intéressant, je pense, pour des grands comptes. Après, sur TikTok, aujourd'hui, par exemple, j'ai mes plus gros clients qui ont globalement niveler leur budget média sur l'ensemble des plateformes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un budget équivalent sur Facebook Ads, Meta, j'inclus Instagram évidemment dedans, à Snapchat ou à TikTok. Parce que voilà, les performances étant parfois similaires, j'avoue qu'en fin d'année, on est revenu un petit peu je dirais à Facebook qui reprend un petit peu la main sur le budget média, parce qu'il y a eu peut-être des désillusions sur notamment du calcul de l'attribution. En fait, j'en reviens à l'attribution, mais de mettre de l'attribution à 28 jours, certains annonceurs, ça leur plaît pas, parce que en fait, ils se disent ok, très bien, il a eu une exposition publicitaire. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment le buteur en fait sur la conversion de ma campagne? Et là vient la question de qui est le buteur et qui est le passeur. Peut-être que
certaines plateformes sont là un petit peu comme la télé finalement. Notre TF1 à nous, de faire de l'exposition, d'être présent, de toucher au fait notre cible, mais finalement une conversion va pas directement être au clic suite à une ads TikTok ou Snapchat, et finalement ça va être le SEO ou le SIA qui va prendre son relais. Donc il y a tout cet aspect-là. Je déborde un petit peu sur ta question, je m'en rends compte, mais je pense qu'aujourd'hui effectivement on revient un peu aux bases de Facebook, et que je reviens sur cette question d'attribution, mais il faut vraiment bien le prendre en compte avec son client, quoi. Donc c'est plus une question de mix média en fait. C'est quand tu as la combinaison par exemple Google, Facebook, tu vois que ça vend mieux. Quand tu mets un peu plus quand t'enlèves du Facebook pour mettre un peu plus de TikTok, tu vois qu'il y a une baisse dans les ventes. Donc tu t'orientes. Je pense qu'à un moment donné, quand tu as besoin de scaler vraiment tes campagnes, ton projet, je parle pas forcément de petits, on va dire, annonceurs qui se lancent et qui vont forcément commencer avec une plateforme ou 2 plateformes. Souvent, c'est le couple Facebook, Google Ads. Mais quand, c'est un annonceur qui est assez gros, on va dire, il a besoin d'aller jouer sur plusieurs plateformes parfois, avec une réattribution des budgets, évidemment, en fonction des performances. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu as un mix équivalent. C'est pas pour rien que la plupart des agences aussi, qui étaient spécialisées sur une plateforme, aujourd'hui, sont en fait social ads plus largement et travaillent sur l'ensemble des plateformes, quoi. Effectivement. Et toi, Danilo, du coup, tu as pu tester un peu d'autres réseaux sociaux, enfin d'autres plateformes de social ads par rapport à Facebook? Ouais, plutôt Pinterest de notre côté. Je vous avoue que TikTok, on l'a pas testé. J'ai juste eu 2 clients qui l'ont testé par eux-mêmes et qui n'ont pas eu des retours fous. Certains l'ont testé peut-être quelques semaines, ont eu des bons résultats, puis après c'est descendu. Je pense que c'est différents sons de cloche. Certains disent que ça marche bien, d'autres disent que l'attribution est pas terrible, d'autres disent que ça marche pas. Donc je pense qu'il faut vraiment le tester pour sa marque et voir si ça peut être un canal d'acquisition intéressant. Mais comme dit Antoine, je pense que la plateforme n'est pas du tout mature pour la publicité, que leur pixel de tracking n'est pas encore aussi intelligent que celui de Facebook, et du coup ça crée des problèmes pour l'attribution et le tracking. LinkedIn Ads, pas testé. Par contre, Pinterest, je trouve quand même que c'est intéressant. Alors c'est intéressant, mais il faut faire attention aux fenêtres d'attribution qui sont par défaut, je pense, 30 jours clics et 30 jours vus. Donc c'est vraiment facile. Et, bon, ça va. Ouais, mais en tout cas, on a 3 clients qui l'ont testé, 2 dans la joaillerie, un autre dans la déco, le siège ballon. Donc finalement, 3 annonceurs pour qui le produit se porte assez bien pour Pinterest. Ça marche bien. On a des bons résultats. Bien sûr, il faut changer la fenêtre d'attribution. On voit que quand on change la fenêtre d'attribution, les résultats sont moins bons que sur Facebook. On voit aussi que le potentiel de scaling, il sera jamais aussi intéressant que Facebook. Donc même avec vous, que vous 3, je pense que Facebook reste la plateforme, on va dire, la régie la plus intéressante, la plus importante en 2022, encore en 2023. Et je trouve vraiment qu'ils ont bien rebondi depuis 6 mois par rapport au dernier mois de l'année 2021 et au début de 2022. Et effectivement, tu le dis, mais il y a eu par rapport à 2021, 2022, on a revu, comme j'ai expliqué, l'attribution à 28 jours, mais on a aussi eu de meilleurs résultats. Ils ont comblé un peu l'écart. Alors bien sûr, il y a encore des écarts avec le pixel et le conversion API. Je vous demande une autre question par rapport à 2022, peut-être moins sur la publicité, mais quelle est la news, par exemple, qui vous a pas mal interpellé en 2022 sur le groupe Meta? Par exemple, j'ai parlé du départ de Sheryl Sandberg, de ce que Meta a pu lancer un peu comme projet. Voilà, la question se tourne plus sur le groupe à présent. Est-ce que je me lance? Ouais, lance-toi. Je pense que c'est intéressant. Moi, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la question du metaverse. Je pense que clairement, plus tu avances dans le processus, plus tu fais les lectures des états financiers, des résultats trimestriels de l'organisation, plus tu parles avec eux et plus tu vis au jour le jour dans le metaverse. Parce que soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est dans un podcast, on est 4 ensemble, on est dans 4 villes différentes, peut-être même 4 pays différents au moment où on se parle. On est dans un metaverse 1.0. OK, soyons honnêtes, là, c'est ça le metaverse. Et plus tu avances dans ce processus-là, plus tu te rends compte, effectivement, on s'en va littéralement, très rapidement, dans un metaverse 2.0. Et moi, je pense que le marché est pas prêt. Le marché est pas prêt à tous ces investissements-là. On le voit, ça rebondit, les valeurs boursières, tout ça. Mais sur le long terme, c'est absolument certain, je vois aucune autre option d'ailleurs, qu'on ne soit pas dans le metaverse. Surtout pour, disons, on prend la catégorie du travail. Prenons la catégorie du travail. Je pense que sur le moyen terme, ça va être beaucoup plus intéressant de faire des
séances brainstorming dans le metaverse que des séances brainstorming en Zoom. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'avantages à le faire là-dedans. Et si on revient à la question des nouvelles, ben moi, c'est les investissements qui ont été faits cette année. Au départ, ont pu me surprendre et sur le temps, m'ont permis de comprendre un petit peu plus où est-ce que tout ça s'en allait. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment ça se déroule dans le metaverse, l'avancement du metaverse en 2023. Nous, de notre côté, dans notre groupe, on va commencer à tester un maximum de rencontres dans le metaverse pour l'année qui vient. Il y a beaucoup de gens qui le font déjà. J'ai eu des très bons commentaires. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir vraiment c'est quoi l'avantage qu'on s'en va chercher. Puis bien entendu, il va falloir être patient. L'expérience qu'on va avoir en 2022 ou en 2023 va être à des années-lumière que l'expérience qu'on va avoir en 2026 ou en 2027. Mais on s'en va là. Et je pense que c'est courageux et intelligent qu'une organisation de l'ampleur de Facebook avec les moyens financiers qu'ils ont, Meta là ici, prenne cette tangente-là parce que ça fait du sens. Si tu prends le temps d'y réfléchir, ça fait énormément de sens. Bah, moi, la question, c'est ce qui va arriver à le tenir, surtout parce que... Quand un mauvais trimestre, Antoine, tu fais 5 milliards de dollars de profit pour un mauvais trimestre, à mon avis, tu risques d'être capable de le tenir. Tu sais. Mais tu m'expliquais que le plus gros investisseur de chez Meta avait fait une lettre ouverte pour lui dire, écoute... Mais je pense que c'est la réalité même des entreprises qui sont cotées à la bourse. C'est-à-dire que tu as des gens qui s'attendent à des retours rapides, puis il y a des gens qui essaient de le voir un petit peu plus sur le long terme. Cette année, le marché boursier, si on regarde un petit peu le marché boursier américain au niveau de la Nasdaq, a perdu 30%. Mais c'est pas uniquement Meta, c'est tout le monde. Tu sais. Donc, peu importe ce que tu faisais cette année, tu allais perdre de la valeur. Et d'un autre côté, si on regarde ça, s'il va être capable de le tenir, ben dans un contexte administratif, Mark Zuckerberg, en plus d'être le CEO de l'entreprise, contrôle ce qu'on appelle le board, entre parenthèses, à 100%. En gros, ce que je veux dire, c'est que personne peut le sortir de sa chaise autre que lui. Donc, s'il dit les sous vont là-dedans, et c'est ce qu'on fait, ben c'est difficile d'aller contre lui. Bien entendu, il peut y avoir des gens qui vont lui mettre la pression, ce qui s'est déroulé, ce que tu as mentionné. Mais je pense qu'ils vont tenir la vision, puis je pense que sur 4 à 5 ans, la vision, on va se rendre compte, wow, ça faisait donc bien du sens. Il était peut-être juste un petit peu tôt dans le processus, mais quand tu as autant d'argent, écoute, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Il y a une limite à ce que tu peux faire avec 5 milliards de dollars sur un mauvais trimestre, là. Ouais, ok. Vas-y, Danilo. Non, moi je réfléchissais en même temps que tu parlais, Antoine, et il y a plein de news intéressantes. Celle que je gardais en tête, c'est vraiment la fluctuation du cours boursier de Meta qui a vraiment fortement chuté, donc qui montre que les investisseurs ils croient pas tellement au projet de Zuckerberg, ou en tout cas ils se disent qu'à court terme, moyen terme, c'est des dépenses incroyables, genre 10 milliards d'investissement sur le metaverse, sachant que c'est pas sûr du tout, mais ça c'est une chose que tu as déjà abordée. J'avais peut-être en tête les infos qu'il y a sur les réels, comme quoi aujourd'hui finalement les reels, ça a bien pris en début d'année sur Instagram, et que depuis quelques mois, on s'est rendu compte que les gens regardaient 10 fois moins les reels sur Instagram par rapport à TikTok. Donc ça, c'était une news que je trouvais intéressant, parce qu'on se rend compte que Meta fait énormément d'efforts pour populariser la vidéo courte sur Instagram. Alors vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec la publicité? Ben voilà, c'est très clair, c'est que l'attention, elle est de plus en plus sur les vidéos courtes, alors qu'avant, il y a 2 ans, ils mettaient bien en avant l'onglet shopping, par exemple. Là, ils ont fait machine arrière. Donc ça, c'est une chose avec le live shopping qu'ils ont. Je sais plus si c'est eux ou si c'est TikTok ou si c'est les deux qui l'ont. Alors TikTok l'a enlevé. TikTok a même arrêté une application de shopping direct, et Instagram a enlevé toutes ses fonctionnalités justement pour ça, et suivi par Facebook derrière. Les lives restent existants, mais t'as plus tous les outils. T'as plus de fonctionnalités. Ok. J'avais juste un doute, mais du coup, le social commerce, il baisse. Par contre, la vidéo courte, ça monte. On voit quand même depuis quelques mois que les Reels, en tout cas moi j'en fais, je vois que ça c'est moins difficile, enfin c'est pas que c'est moins difficile, mais c'est plus difficile de faire des vues. Mais toujours est-il que la plateforme aujourd'hui favorise la vidéo courte, et que du coup, en tant qu'annonceur, c'est clair que pas s'habituer, mais se familiariser avec ce type de contenu pour de la publicité, ça reste un enjeu, puisque de plus en plus l'attention se détourne vers cet onglet-là. D'autant plus que là, depuis 1 an et demi, je pense qu'on peut faire de la publicité dans les Reels, et qu'il y a certains types de campagnes qui sont disponibles dans les Reels, comme vous avez dit, le catalogue ads, je savais même pas. Donc ça, je trouve que c'est une news à garder, des actualités à garder en tête, parce que tous les mois ils sortent quelque chose de nouveau par rapport à ça. Je pense que depuis le début de l'année, les Reels ils sont passés de 60 secondes à, je sais pas, 3 minutes, ou en tout cas ça a bien monté.
en termes de durée. Donc, voilà. Après, c'est peut-être, disons que t'as dû vivre une très grosse croissance avec les Reels, et puis au final, tout le monde a commencé à s'y mettre, et c'est devenu peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir de la portée organique. Mais oui, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que même hier, j'ai discuté avec une de nos marques. Ils ont plus d'engagement sur Instagram. Donc, il y a de plus en plus de marques qui ont de moins en moins d'engagement sur Instagram en postant des très belles photos de leurs produits. Donc, aujourd'hui, il faut plus être dans la vidéo, le fait de raconter des histoires, de se montrer, de faire des lives et des choses comme ça. Donc, les tactiques pour générer de l'engagement auparavant et pour même vendre en organique fonctionnent de moins en moins pour l'e-commerce. Donc tout ça fait que, il me posait la question, mais à qui ça profite ? Pour moi, ça profite à Meta qui fait que qui oblige en quelque sorte les annonceurs à investir dans la publicité pour être plus visibles. Donc ça, c'est aussi une chose. Je trouve c'est la transformation de l'application Instagram qui, jusque 2021, ça restait une très bonne plateforme pour l'organique. Effectivement. Benjamin, est-ce que toi, tu as une news qui t'a vraiment chamboulé sur Meta en 2022 ? Alors, je vous rejoins un petit peu sur les 2 points. Effectivement, moi aussi, j'ai un site e-commerce qui faisait que de l'organique sur Instagram. Globalement, son chiffre d'affaires venait 100% de l'organique sur Instagram. Et pas du jour au lendemain, mais elle a clairement baissé en reach, pour pas dire divisé par 2. Et en fait, elle a commencé du coup à faire des campagnes sur Meta, Facebook Ads. C'est comme ça qu'elle a réussi un petit peu à pallier cette baisse organique qu'elle a eue. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chamboulements, je pense, avec les Reels, les stories, où aujourd'hui, finalement, même quand on poste dans sa propre communauté, finalement, on la touche pas tant que ça. C'est pour ça qu'on va faire des ads. Et après, moi, j'attends toujours, en fait, les opportunités, on va dire, du métaverse. C'est vrai que j'avais, comme tout le monde, acheté mon petit masque et je me suis dit, on va essayer de faire un peu de veille, voir un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les plateformes, quelles sont les solutions pour essayer de promouvoir, en fait, des choses avec des marques. Et aujourd'hui, c'est encore très, très, très obscur. Et si ça l'est pour nous, ça l'est encore plus pour les marques qui n'ont pas forcément le nez dedans au quotidien. Donc ça, je pense qu'il y a un time to market qui est pas du tout là encore. Je crois pas encore que ça soit en 2023 qu'on embarque vraiment beaucoup de marques, mis à part des tests sur le métaverse. Donc c'est vrai que là j'ai un gros point d'interrogation là-dessus. Meta mise énormément, évidemment, on le sait tous, sur ce projet-là, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai l'impression que ça a du mal à sortir. D'un point de vue B2B, des applications très pro, j'ai l'impression qu'ils poussent beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que sur la partie très publicitaire, marque, aujourd'hui, j'ai pas forcément beaucoup de visibilité et j'ai pas l'impression que les marques aussi souhaitent, nous poussent à aller sur ces plateformes-là. Il y a eu peut-être une hype au début où il y avait des événements. J'ai l'impression que c'est un peu retombé et voilà, plus personne me parle vraiment du métaverse. Moi j'ai acheté mon masque, mais finalement je l'utilise plus, quoi. C'est un peu ça l'histoire du métaverse, quoi. Il est en train de prendre la poussière et c'est mes enfants qui l'utilisent plus que moi, quoi. Peut-être que dans 5 ans, comme disait Antoine. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Antoine a dû partir pour des obligations professionnelles. Fin de la parenthèse. Effectivement, il y a une énorme hype autour du métaverse. J'étais pareil derrière, mais c'est vrai que les dernières démonstrations n'ont pas tant convaincu les gens, même les experts là-dedans. Donc c'est pour ça que on met un peu moins d'efforts à suivre ce point. Mais après, il y a une annonce, par contre. Là, je parle vraiment d'annonce qui avait été tonitruante et qui avait été faite lors de justement de l'événement en d'agence en Californie, où on parlait des shopping ads qui vous permettent d'acheter directement sur la plateforme. C'était il y a quelques mois et à ce jour, ça n'est toujours pas sorti, ça n'est pas aux États-Unis. Il l'avait promis fin d'année aux États-Unis ou en tout cas Amérique du Nord que ça arriverait petit à petit en Europe. Alors évidemment en Europe en 2023. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que est-ce que c'était un effet d'annonce, que c'était histoire de relancer un peu l'intérêt des agences sur Facebook Ads, ou est-ce que ça a payé un énorme retard à cause des problèmes de staff qu'a connu Meta ? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je dirais que, c'est dur à dire, hein. Peut-être que c'est lié au problème de staff, peut-être qu'ils ont juste priorisé d'autres sujets. Mais c'est clair que cette news-là, j'attendais avec impatience pour fin 2022 et ils en ont pu reparler. Moi, comme je disais tout à l'heure, le social commerce, il a connu un gros ralentissement au Q3 et Q4. Ils en ont pu reparler alors que c'est l'opportunité de le mettre bien en avant. Donc nous, ce qu'on espère en effet, c'est que d'ici 2023, on pourra
il y aura la possibilité d'acheter directement sur les plateformes de Meta, et ça va bénéficier grandement à la publicité, parce que c'était notre espoir il y a un an, quand il y a eu les problèmes de tracking avec iOS 14, que on puisse acheter la plateforme, et là depuis plus rien. Alors les bonnes nouvelles, vous le savez, il y a l'attribution à 28 jours qui est revenue, la modélisation fonctionne mieux, les rapports par répartition sont revenus aussi, mais ça résout pas le problème. Effectivement. Benjamin, toi, t'en as pensé quoi de ça? Non, complètement. C'est vrai que je pense que c'est une énorme envie interne chez Meta. S'ils l'ont pas encore déployé, c'est vrai qu'il doit y avoir des problèmes de roadmap, ou enfin, je suis pas dans les petits papiers. En tout cas, c'est sûr. Comment ça, Benjamin, t'es pas dans les petits papiers? Non, j'ai pas encore ce pouvoir-là, cette influence-là, mais j'y travaille. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est beaucoup attendu des annonceurs pour justement pallier ce côté tracking d'iOS 14. Enfin, on l'a répété, je pense que c'est un gros sujet, et il y en a même, au fait, je parle des annonceurs, mais plus globalement de personnes, au fait, qui suivent de près ou de loin de ce qui se passe sur Facebook Ads ou sur Instagram. Est-ce que demain, en fait, on aura besoin, en fait, d'un site e-commerce? Là aujourd'hui, je me dis évidemment oui, mais peut-être que demain, en fait, vous allez pouvoir créer votre site e-commerce directement dans Facebook, et finalement lancer des pubs, et il y aura plus besoin de son Shopify. Il y a une annonce il y a pas longtemps, je crois de cette semaine, ou en tout cas il y a les 30 derniers jours, sur Amazon qui a lancé aussi un réseau avec des intégrations au niveau de leur un petit peu un espèce de TikTok bis avec évidemment des produits à l'intérieur. Donc c'est vrai que pourquoi pas demain, en fait, on n'est plus de Shopify et on se retrouve avec des plateformes Facebook, TikTok, pourquoi pas Amazon, etc., qui ont leur propre boutique interne, et finalement Shopify va devenir une solution logistique pour gérer toutes ces boutiques sociales, on va dire, mais finalement on n'aura plus vraiment notre mon site internet.com n'existera plus vraiment finalement. Les gens resteront sur les plateformes sociales. Bah écoute, tu parles de demain, on va se tourner vers 2023 tout de suite. Selon vous, c'est quoi les défis publicitaires auxquels Meta va devoir faire face? Ça, c'est question 1. Et aussi, quelles sont les tendances, alors t'en as un peu parlé là, mais que vous observez de votre côté qui devraient émerger ou s'accélérer sur l'année qui vient? Allez, je continue. Allez, vas-y. Je continue. Non, je pense qu'il y a toute une partie créateur, en fait, de création de contenu par des créateurs de contenu, donc des influenceurs également. Je pense que cette partie-là, avec le Performance Phase, c'est déjà un petit peu développé sur Meta, mais c'est quelque chose qui, je pense, va grandir, un petit peu comme ce qu'on voit sur TikTok avec le TikTok Ads Creator Studio, où on peut vraiment travailler facilement, en fait, avec des créateurs et booster leur publication avec une rémunération, effectivement. Donc je pense qu'on aura peut-être des choses comme ça qui vont se déployer chez Meta également au niveau du manager, avec un système de Facebook Ad Creator, des choses peut-être plus complexes comme on peut le voir aujourd'hui sur TikTok. Donc ça, c'est vrai que et puis c'est l'avènement des UGC, donc ça répond bien à une grosse demande, au fait, et peut-être que les plateformes comme Facebook vont vraiment s'adapter aussi aux besoins actuels de la création de contenu tel que le UGC. Donc voilà, ça me vient en tête, effectivement, et en plus de ce que je viens de citer tout à l'heure. Ouais. Je rebondis juste avant de te passer la parole, Danilo, mais sur ce que tu as dit à propos des sites et que Shopify deviendrait quelque chose de purement logistique. Je pense qu'on peut arriver à un point comme ça, mais après je sais pas si les gens seraient capables les marques seraient capables d'abandonner leur Shopify, en l'occurrence leur site, leur propre interface, parce que ça serait comme dire abandonner ta liste emailing, tu vois. Genre ton site, c'est quelque chose que tu détiens. Donc quelque part, je sais pas si tu serais capable de t'en séparer. Ça en tête, on en a pas beaucoup parlé, mais finalement la publicité sur Facebook, ça dépend aussi beaucoup du tunnel de vente, de la performance en fait de tes campagnes. Et si on parle de Shopify, on peut aussi parler de Klaviyo, parce que ils sont copains comme cochons finalement. Et du coup, effectivement, Klaviyo, ça va vraiment t'aider à remonter des ventes. Généralement, quand tu le mets en place dès le premier mois, t'as rentabilisé la solution à l'année. Donc c'est vraiment quelque chose de performant que tu n'auras pas
sur Facebook, mais tu auras peut-être quelque chose d'autre qui va remplacer un espèce de Klaviyo. Mais je pense pas que ça va complètement disparaître. Je pense que tu auras toujours bonsite.com, c'est juste qu'en fait, tu auras beaucoup moins de trafic parce que le trafic sera complètement absorbé par les plateformes sociales, quoi, directement. Ouais, oui, effectivement. Danilo, toi? Du coup, là, il y a deux choses auxquelles je pense. La première, c'est pour revenir au tracking. C'est-à-dire que, sachant que les cookies tiers risquent de disparaître mi-2024, est-ce que eux doivent pas faire un travail pour aider les annonceurs à se mettre à jour, c'est-à-dire installer l'API de conversion et donc finalement démocratiser son installation? Je sais qu'ils ont fait des efforts avec l'API de conversion, le gateway, un truc comme ça, plus GTM et d'autres. Mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Je pense que le seul, même Shopify, c'est pas parfait de ce que j'ai cru comprendre. Il y a quand même des choses qui passent pas bien. Donc en gros, de faire en sorte de démocratiser cette installation de l'API de conversion et sensibiliser les annonceurs qui l'ont pas encore fait, parce que là, je pense dans notre portefeuille client, on doit quand même avoir, je dirais, un quart qu'il a toujours pas fait. Donc c'est quand même beaucoup. Et le deuxième, là, je vois pas trop comment ils vont régler ça, mais est-ce que vous avez pas ressenti quand même une hausse des CPA comme cette année? Enfin, moi, j'ai quelques annonceurs qui me disent ouais, mais les CPA ils augmentent. Est-ce que eux, ils vont pas pouvoir faire quelque chose pour aider les annonceurs à contrer la hausse des CPA? Bon, ils ont déjà commencé avec le Meta Performance 5 pour expliquer aux annonceurs qu'ils devaient arrêter de dépendre uniquement des optimisations par audience et des optimisations techniques. Donc ce défi-là, à voir. Je sais pas trop si c'est un truc qu'ils vont pouvoir régler, peut-être encore une fois en remontant un peu les données. Moi, toujours est-il que quand j'ai fait les analyses sur 2022 par rapport à 2021, 2022 reste une moins bonne année en termes de ROS par rapport à 2021. Et j'ai comparé 2021 Q3 Q4 comparé à 2022 Q3 Q4, je l'ai fait la semaine dernière. Malheureusement, 2022 est un peu moins bon que 2021, simplement parce qu'il y a le tracking qui est amoindri. Ça, je pense, c'est très similaire entre 2021 et 2022. Mais les effets de récession, de pouvoir d'achat qui est réduit, ça joue un peu sur les performances. Il y a peut-être ça aussi, ouais. Il y a peut-être pas que, en l'occurrence, que Meta là pour le coup. Je pense. Ouais, non, je sais. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que je trouve quand même que 2022 reste... Enfin, en tout cas, ce que j'ai analysé, c'est que le coût de la publicité est pas plus élevé. Donc, le CPM est très similaire entre 2022 et 2021. Par contre, les ROS sont moins bons je te dirais, si tu compares vraiment les 6 derniers mois de 2021 et les 6 derniers mois de 2022, tu as quand même une différence, je regarde, de plus ou moins 10-15% sur les comptes qu'on a. Je sais pas vous si vous avez fait mieux que 2021. Donc, en fait, à voir si les annonceurs prennent pas peur, s'ils voient encore leur coût d'acquisition augmenter. Je pense aussi que ça peut venir de l'implémentation, que les sites, en fait, ont vraiment mis en place leur RGPD, parce que globalement, en 2021, il y avait pas grand monde. En 2022, il y a quand même plus de monde, mais il y a quand même beaucoup de sites où c'est mal fait, les cookies sont activés par défaut ou pas, enfin c'est pas trop le sujet, mais donc forcément je pense qu'il y a une hausse du CPA parce que de toute façon on remonte moins de données, et du coup ça soulève une interrogation chez moi, c'est parce que le ROS c'est une donnée qu'on arrive à remonter aux gens, sur le manager, vous le savez tous, mais est-ce que demain on n'aura pas une LTV au fait dans les colonnes de notre gestionnaire de pub pour finalement analyser sur une période plus longue, au fait, la rentabilité d'un client sur 6 mois. Ça pourrait être hyper intéressant. Je sais qu'on peut le faire déjà plus ou moins de manière bricolée sur Facebook, les managers, ou même sur Shopify avec des plugins. Mais pourquoi pas d'avoir des choses un peu plus intégrées, un peu plus lisibles, en tout cas, au quotidien, quoi. Il y avait Facebook Analytics, mais là, c'est très dur à expliquer pourquoi ils ont retiré cet outil-là. Pourquoi? Je pense que c'est lié à tous les problèmes qu'il y avait. C'est pas justement vers 2021 que ça a dégagé ça? Oui, ils l'ont dégagé en 2021, mais c'était vraiment au même moment que iOS 14 est arrivé. Donc, ils avaient retiré l'attribution à 28 jours. Ouais, bon, je pense qu'ils se sont dit, au-delà, si on n'a pas l'attribution, ça sert plus à rien. Ouais, c'est vrai. Donc, peut-être que c'était pas tant utilisé aussi. C'était comme à l'ancienne, il y avait le Power Editor. Oui, c'est l'ancienne. Ouais, on connaît tous. Il y a longtemps, je pense qu'à un moment, ils ont juste dit, ça doit plus servir à grand monde, pas plus. Personne ne l'utilise, donc ça dégage. Disons que c'était intéressant Facebook Analytics, mais je pense que tout n'était pas fiable au niveau de la LTV. Ouais. J'avais préparé quelques pistes. Si vous aviez pas d'idée, je vais vous les donner. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, dans un futur proche, ça serait donc par exemple les tendances qui vont quand je parle de tendances pour Meta en 2023, dans un futur proche, ça serait l'écart de plus en plus fort avec le Power 5 et les optimisations qu'on va faire. Comme j'ai expliqué, on voit un énorme retour des campagnes SEO. On voit du scale de façon horizontale et pas juste mettre des 20% sur une campagne et espérer qu'elle tienne.
ce que Meta pourtant ne recommande pas du tout et pourtant ce qu'on fait de plus en plus. Dans un futur moyen terme, beaucoup plus de nouveautés publicitaires et une grosse mise à niveau parce que, comme on le sait tous maintenant, les activités de Meta se sont resserrées au strict minimum, j'ai l'impression. Fini les projets alternatifs de podcasts, de journalistes, de magasins physiques et autres. Je viens de le noter aussi, mais avec l'arrivée du chat, vous avez dû voir mes chats GPT, c'est ça. Je pense l'utilisation peut-être un petit peu plus intensive des IA pour créer des copies, des visuels. Dans un futur plus éloigné, Meta mise énormément sur la relation entre créateurs de contenu et marques, mais facilite aussi l'émergence de ces créateurs par plein d'outils et de leviers de monétisation. En clair, il y a un coup de fouet sur la production d'offres et une standardisation de la demande pour faire du branded content. Et dans un futur dont je ne saurais préciser l'éloignement, mais il y a WhatsApp aussi qui a régulièrement son lot de nouveautés et dont on parle très peu. Mais il y a par exemple le paiement déjà direct sur l'application, il y a des CRM intégrés pour les entreprises et j'en passe. Et bien que ça ne concerne qu'un marché asiatique, très récemment maintenant Amérique du Sud, on n'est pas à l'abri que ça se répercute chez nous. Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça ou pas du tout? Ok. Bon. J'étais seul à penser là-bas. Non, c'est intéressant, mais je dirais, moi, je suis d'accord avec toi, mais j'en ai juste pas spécifiquement là-dessus. Ok. Non, et toi, Benjamin? Non, il y a des éléments qu'on a effectivement cités et des nouveaux. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que WhatsApp, on l'utilise pas trop. J'ai pas de vraie campagne success là-dessus. Beaucoup de tests, mais j'ai pas encore réussi à craquer le truc avec un de nos clients. Je pense aussi qu'il faut bien le projet pour. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le moment, ça reste même Messenger. On a c'est des campagnes sur Messenger, de lead gen, des choses, mais en fait, c'est jamais aussi performant que les formats classiques ou Insta. Et donc, pour l'instant, ça reste du test, mais la performance n'est pas encore là. Donc, peut-être que ça arrivera. Dans les mois ou années qui arrivent, peut-être, ouais. Ouais. Après, je sais pas si WhatsApp est plus utilisé que Messenger en Europe, en l'occurrence, ou même, disons, au Canada. Je m'avance peut-être. Mais comme t'as dit, effectivement, il y a plus de chances que tu fasses des publicités sur Messenger, WhatsApp. J'ai peut-être un truc là rapidement qui me vient en tête, c'est vous l'avez peut-être vu dans le Meta Performance 5, mais Meta explique aux marques qu'elles doivent investir dans l'UGC. Mais elles disent aussi attention, il faut faire la publicité au nom de l'influenceur. Et en fait, avec le nom de l'influenceur, ils appellent ça les publicités contenu de marque. Normalement, vous connaissez, quand la petite case à cocher, on utilise la page de l'influenceur. Ouais, les branded content, c'est ça. Branded content, et eux, ils appellent ça publicité contenu de marque, en tout cas sur leur plateforme en français. Et je trouve que ça, mine de rien, techniquement parlant, il y en a qui n'arrivent pas à le faire parce qu'il faut demander les accès. Enfin, je sais plus exactement comment ça se passe. C'est galère encore. Ouais. C'est un peu galère. Pour moi, il faut demander les accès. Je suis quasiment certain que c'est comme ça. On l'a fait une ou deux fois, pas plus. Alors que sur TikTok, c'est beaucoup plus simple. Vous le savez, sur TikTok, les Spark Ads ou les publicités avec les créateurs, c'est beaucoup plus simple pour un annonceur. Et peut-être que en 2023, Meta aura tendance en fait à faciliter la création publicitaire en compagnie de créateurs, parce que vous l'avez dit, l'UGC va exploser en 2022. Donc peut-être que ça, c'est un sujet intéressant de leur côté, qu'ils y pensent. Je suis certain que c'est déjà revenu sur la table. Voilà. C'est fort probable en fait. De toute façon, Meta est en train de simplifier absolument toute la plateforme, de donner un peu moins de jus, notamment sur les audiences. On en a parlé, de simplifier l'interface, tout. Donc je pense que c'est pas déconnant de le penser en tout cas. Écoutez, messieurs, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie parce que c'est un épisode assez long, effectivement. Est-ce que, alors, on va faire un petit tour de table. Benjamin, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te retrouver? Si on veut me retrouver, on peut me retrouver un peu partout. J'essaye. Moi aussi de parler, d'échanger. J'ai une chaîne YouTube où j'explique pas mal de choses, sur Facebook pour tout niveau. Donc c'est vrai que je parle beaucoup là-dessus. Mais sinon sur LinkedIn vous pouvez me retrouver effectivement. Je mettrai ton LinkedIn et ta chaîne YouTube en description. Danilo, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Je pense que ça va être un petit peu plus connu. Non, écoute, sur LinkedIn, on peut me retrouver facilement. Et là, sur le coup, je publie beaucoup de contenu. Et comme vous, j'ai un podcast que vous connaissez, le Rendez-vous Marketing. Toutes les semaines, un épisode spécifique à l'acquisition et au Facebook Ads, dont un, pareil, comme vous, qui va sortir en fin d'année sur est-ce que Facebook Ads, c'était une bonne année en 2022 par rapport à ce qu'on prévoyait. Et moi, je trouve que c'était... il y a du bon et du moins bon, quoi. Ouais, je pense qu'à peu près comme toutes les années, finalement. Mais meilleur que moi, je trouve que désolé de t'interrompre, mais je trouve que c'était, comme disait Antoine au départ, Antoine Gagné, on était très pessimiste au début de l'année en se disant c'est la fin de Facebook, il va falloir redistribuer les cartes. Et finalement, je trouve que Facebook en 2022 est bien remonté, a bien remonté la confiance des annonceurs.
Donc je trouve globalement que c'était une bonne année, même si les chiffres, comme je vous disais tout à l'heure, laissent penser le contraire. En tout cas de mon côté avec nos clients. Parfait. Eh bien écoutez, merci d'avoir été avec nous, Benjamin et Danilo. Vous voulez terminer sur un dernier conseil, un dernier truc? Pas du tout. Je termine. On a fait le tour. Juste passer de bonnes fêtes, c'est le principal. Ouais, passer de bonnes fêtes, c'est important. Voilà, parfait. Merci à tous de nous avoir suivis. Une année supplémentaire sur le podcast. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.